Imaginez un rivage où les vagues de la mer Baltique lavent le sable d'une couleur ambrée et non de coquillage. Des larmes de pin glacées, dorées comme du miel. C'est un pays de brouillard, de chênaies centenaires et de marais marécageux. Un pays qui n'a pas encore trouvé de nom sur les cartes des rois et des papes. Ses dirigeants se disent prussiens. Ils ne bâtissent pas de cités de pierre, leurs forteresses sont de terre et de bois, leurs temples sont des bosquets sacrés où d'anciens dieux résident dans le silence de leurs branches. Perkounas, le dieu du tonnerre, Patols, seigneur des enfers, et Potrims, dieu des rivières et des sources. Leur loi n'est pas un parchemin, mais une coutume. Leur temps s'écoule non pas au son des cloches des églises, mais au rythme des phases lunaires et du vol des oiseaux. Ils sont un fragment du monde antique, une île païenne au cœur d'une Europe en voie de christianisation. Et l'Europe les regarde, avec avidité, avec une pieuse horreur. En 1997, un bateau accoste sur ses rivages. Un homme vêtu d'une robe de moine grossière en émerge. Il s'appelle Wojciech, mais l'histoire se souviendra de lui comme de Saint Adalbert de Prague. Il arrive portant une croix et la parole de Dieu. Les Prussiens l'accueillent avec des lances et de la méfiance. Pour eux, c'est un étranger, parlant une langue étrangère à un dieu étranger. Ils ne comprennent pas pourquoi il a besoin de les sauver. Adalbert ignore les avertissements. Il pénètre dans le bois sacré, un lieu interdit réservé aux prêtres corrompus. Pour les Prussiens, c'est plus qu'une simple violation, c'est un sacrilège. Une insulte qui ne peut être lavée que dans le sang. Il est tué, son corps est jeté dans une barque et repoussé loin du rivage. Plus tard, le prince polonais Boleslas le Brave rachètera la dépouille du martyr, versant à ses meurtriers l'équivalent en or de la tête tranchée du saint. Le drame naît des faits. Un quart de siècle s'écoule. Bruno de Kerfurt arrive avec la même mission. Son sort est encore plus terrible. Lui et 18 de ses compagnons sont exécutés. Les Prussiens ne veulent pas de la nouvelle foi. Ils n'y voient pas la lumière de la vérité, mais l'avant-garde des princes polonais et allemands qui contemplent leur rivage d'ambre et leurs champs fertiles d'un œil avide. Chaque croix plantée sur leur terre leur apparaît comme une borne de conquête future. Et ils avaient raison. Le sermon pacifique fut noyé dans le sang. Les mots se révélèrent impuissants face à des traditions millénaires. L'Europe décida alors de changer d'instrument. Si l'Évangile ne parvenait pas à se frayer un chemin, l'épée le ferait. Des sables lointains de la Terre Sainte, des fumées et des flammes des croisades, une force forgée au cours des batailles contre les Sarrasins revient en Europe. L'ordre teutonique, la confrérie hospitalière de Sainte-Marie de Jérusalem à Jérusalem. Leurs vœux sont la pauvreté, l'obéissance et la chasteté. Leur réalité, c'est la guerre. Ce sont des moines dont les prières résonnent avec le fracas de l'acier. Leurs manteaux blancs ornés de croix noires sont déjà devenus le symbole d'une volonté inflexible et d'une cruauté glaciale. Ayant perdu leurs biens au Moyen-Orient, ils cherchent un nouvel objectif, une nouvelle guerre sainte. Et ils le trouvent ici, sur les rives de la Baltique. En 1226, le prince polonais Conrad de Mazovie, désespérant de résister aux raids prussiens, commet une erreur fatale. Il appelle les chevaliers teutoniques à l'aide. Il leur promet des terres, la ville de Chelmno comme base d'opération. Il croit engager des gardes-frontières.
Il ignore qu'il ouvre les portes à un loup venu non pas pour protéger le troupeau, mais pour le massacrer et s'emparer des pâturages. En 1230, les premiers chevaliers traversent la Vistule. Ils sont peu nombreux, mais derrière eux se dresse toute la puissance du monde catholique et les bulles du pape déclarant une croisade contre les païens prussiens. Cette croisade ne promet pas l'absolution aux pèlerins pour leur voyage au Saint-Sépulcre, mais l'absolution pour le meurtre d'un voisin. Une conquête méthodique et mesurée commence. La stratégie des chevaliers est simple et efficace, comme le coup de leur épée à deux mains. Ils ne s'engagent pas dans des batailles décisives dans les forêts où les Prussiens sont maîtres. Ils construisent. Ils apportent avec eux une technologie qui manque aux Prussiens, la construction en pierre et en briques cuites. Sur le site de chaque village prussien incendié, sur chaque colline stratégique, un château s'élève. Ordensburg. D'abord bois et terre, puis majestueux, en briques, avec ses hauts murs et ses meurtrières qui regardent le monde avec un mépris glacial. Thorn, Kulm, Marienwerder, Elbing. Les châteaux deviennent les nœuds d'une toile qui se resserre lentement mais inexorablement autour du territoire prussien. Depuis ces forteresses, les chevaliers lancent des raids. Ils brûlent les récoltes, volent le bétail, tuent des hommes et réduisent femmes et enfants en esclavage. Ils se livrent à une guerre d'usure. Les Prussiens se voient offrir le choix, le baptême ou la mort. Mais ce choix est souvent illusoire. Les baptisés sont soumis à des impôts écrasants, contraints de construire de nouveaux châteaux et réduits en esclavage sur leur propre terre. De nombreuses tribus se rebellent, elles brûlent des églises, tuent des prêtres et assiègent des châteaux. Parfois même, elles y parviennent. Mais de nouvelles bandes de croisés venus d'Allemagne remplacent les chevaliers tombés au combat, assoiffés de gloire, de terre et de salut. Mais personne ne vient remplacer les Prussiens tués, leur monde se meurt. Le sang se mêle au sable de la Baltique. Des chênes sacrés sont abattus, leurs bois utilisés pour les engins de siège. Des chapelles sont construites sur les sites de temples païens. Les noms anciens des dieux sont oubliés, leurs murmures noyés dans les psaumes latins et les cris de mort. Il ne s'agit pas seulement d'une conquête, c'est l'effacement total d'une culture et la naissance violente d'une autre. Sur les os des guerriers prussiens, sur les cendres de leurs villages, sur les larmes de leurs veuves, les chevaliers teutoniques bâtissent leur état idéal. Un état monastique, un état militaire. Ils l'ignorent encore, mais en ce moment même, dans la fumée et le feu du XIIIe siècle, ils posent la première pierre de ce qui, des siècles plus tard, deviendra la Prusse dans le monde entier. Un État né de l'épée, et vivant selon les lois de l'épée. L'histoire ne fait que commencer. L'ombre de Grunwald était longue. Elle recouvrait les terres de l'ordre tel un linceul, son froid pénétrant jusqu'aux os. La victoire de Tannenberg en 1410 ne détruisit pas l'ordre teutonique. Elle fit pire encore, elle le fractura. Elle fissura ses fondements mêmes, le mythe de son invincibilité. Et dans cette fissure, les eaux du temps s'engouffrèrent, érodant les piliers du pouvoir. Ce fut une lente agonie qui s'étendit sur des décennies, tandis que le trésor se vidait, que les châteaux tombaient en ruine et que les frères chevaliers ressemblaient de plus en plus non plus aux guerriers du Christ, mais à des propriétaires terriens aigris soutirent le dernier sang de leurs sujets. Les villes qui avaient autrefois considéré l'ordre comme un protecteur et un mécène du commerce le voyaient désormais comme un geôlier. Danzig, Thorn et Elbing, riches et fières villes hanséatiques, étaient étouffées par les impôts et un régime arbitraire.
Leurs bourgeois germanophones, qui commerçaient avec le monde, se sentaient étrangers sur leur propre terre. Ils ne voulaient pas d'indépendance. Ils aspiraient à l'ordre et à la prévisibilité que seul un dirigeant laïque pouvait offrir. Et ils le trouvèrent, en la personne du roi de Pologne. En février 1454, la goutte d'eau fit déborder le vase. La Confédération prussienne, alliance de villes et de nobles locaux, se révolta. Elle ne se contenta pas de combattre, elle renonça à l'autorité de l'ordre et prêta allégeance à la couronne polonaise. Ainsi commença la guerre qui allait plus tard être appelée la guerre de 13 ans. Oubliez le faste des tournois chevaleresques et des duels de nobles. C'était une guerre d'usure, une guerre sale, où la trahison était plus valorisée que le courage, et où la bourse d'un mercenaire décidait de l'issue d'une bataille plus souvent que l'épée d'un chevalier. Les villes changeaient de main, les champs étaient envahis par les mauvaises herbes, loups et bandits s'emparaient des routes. Le comble de l'humiliation pour l'ordre fut la vente de son propre capital. Les mercenaires, à qui le maître devait un salaire, vendirent tout simplement le château de Marienburg, cœur et symbole de la puissance teutonique, au roi de Pologne. Vendu pour 190 000 florins hongrois. Une forteresse inattaquable s'acheta comme un sac de grains au marché. 13 années de sang, de famine et de dévastation. Finalement, en 1466, les partis, épuisés, signèrent la seconde paix de Toruń. Ces termes n'étaient pas seulement durs, ils étaient accablants. L'ordre perdit toutes ses possessions occidentales, la Poméranie, Danzig, les terres de Chelmno et Marienbourg elle-même. Ce riche territoire devint la Prusse royale, une province du royaume de Pologne. Que restait-il donc à l'ordre? La partie orientale, avec Königsberg comme nouvelle capitale. Mais même elle n'était plus souveraine. Le grand maître de l'ordre teutonique, successeur des croisés qui avaient conquis les nations par le feu et l'épée, n'était plus qu'un simple vassal. Une pièce sur l'échiquier d'autrui, obligé de prêter serment d'allégeance au roi de Pologne. L'ordre fut brisé, non pas sur le champ de bataille, mais à la table des négociations. Et cette humiliation fut plus amère que n'importe quelle défaite. Un autre demi-siècle s'écoula. Un demi-siècle de querelles latentes, de tentatives de reconquête de ce qui avait été perdu et de la conscience confuse de son impuissance. Puis, en 1511, un jeune homme ambitieux fut élu au poste de grand maître. Il s'appelait Albrecht. Issu de la famille des Hohenzollern, il était le neveu du roi de Pologne, Sigismond Ier. Il fut élu dans l'espoir que ses liens familiaux avec Cracovie contribueraient à desserrer l'étau vassal. Albert fit le contraire, il tenta de rompre l'étau par la force. La dernière guerre de l'ordre contre la Pologne, commencée en 1519, se solda par une nouvelle défaite et une trêve humiliante. Albert se retrouva dans une impasse. Un trésor vide, des chevaliers infidèles, un puissant suzerain. La voie du guerrier était barrée. Et puis, il a trouvé une autre voie, celle d'un politicien. À cette époque, une tempête appelée la Réforme balayait les terres allemandes. Albert se rendit à Wittenberg et rencontra celui qui l'avait provoqué, Martin Luther. L'ancien moine donna au grand maître de l'ordre chevaleresque un conseil frappant par sa simplicité hérétique et son génie politique. « Abandonne, dit-il, ces règles absurdes et fausses de ton ordre. Rejette ton faux vœu de célibat
Marie-toi et transforme la Prusse de possession ecclésiastique en un duché héréditaire laïque pour toi et tes descendants. Pour Albrecht, ce fut une révélation. L'occasion de quitter le jeu en perdant et d'en commencer un nouveau, dont il écrirait lui-même les règles. 10 avril 1525, place du marché de Cracovie. Ni épée ni héros ne s'entrechoquent. Seul le bruissement du vent et le murmure de la foule résonnent. Albert, dernier grand maître de l'ordre teutonique, s'agenouille devant son oncle, le roi Sigismonde. Il lui jure fidélité. Mais ce n'est plus la fidélité d'un maître. Il s'agit d'un hommage prussien. Albert jure allégeance en tant que premier duc de Prusse. Le manteau blanc à croix noire ne pend plus de ses épaules. La bannière que le roi lui présente représente un aigle noir sur fond doré. Ce jour-là, l'ordre teutonique, qui existait depuis plus de 3 siècles, cessa d'exister en tant qu'État. Il mourut. Mais de ces cendres, de la poussière du rêve des croisades, naquit quelque chose d'entièrement nouveau. À la place de la chimère théocratique, vestige du Moyen-Âge, naquit un État laïque et dynastique, le duché de Prusse. La couronne qui couronnerait la tête d'Albert fut forgée non pas dans le métal noble de la victoire, mais dans les cendres de la défaite, du calcul politique et du grand schisme religieux qui transforma l'Europe à jamais. C'était un début, modeste, dépendant, né de l'humiliation. Mais l'aigle noir sur le nouveau blason laissait déjà entrevoir le regard prédateur de l'avenir. Début du XVIIIe siècle, l'Europe retient son souffle au bord d'une grande guerre de succession d'Espagne. Les grandes puissances préparent leurs armées, les diplomates complotent. Et à Berlin, Frédéric III, électeur de Brandebourg, ne rêve pas de bataille. Il rêve d'une couronne. Il possédait presque tout. Il était électeur, l'un des 7 princes habilités à élire l'empereur du Saint-Empire romain germanique. Duc de Prusse, il régnait sur de vastes territoires d'Orient. Son armée était disciplinée et son trésor bien garni. Mais par-dessus tout, il était confronté à un statut social précaire. Dans la hiérarchie des monarques européens, il était un personnage de second plan. Et Frédéric, homme vaniteux et adorateur du faste et des cérémonies, aspirait à davantage. Il voulait devenir roi. Le problème semblait insoluble. Le Saint-Empire romain germanique, ce colosse millénaire, ne supportait aucun rival. À l'intérieur de ses frontières germaniques, il ne pouvait y avoir qu'un seul roi, le roi de Bohême, titre détenu simultanément par l'empereur Léopold Ier lui-même. Tout autre roi n'était qu'un prince, un duc ou un électeur, haut mais pas au sommet. Et le Brandebourg, cœur des domaines de Frédéric, se trouvait au sein de l'Empire. La voie était fermée. Mais Frédéric avait un atout. Une terre au-delà des frontières orientales de l'Empire, séparée du Brandebourg par le territoire polonais. Lointaine, froide, héritée de ses ancêtres, autrefois maîtres de l'ordre teutonique, le duché de Prusse. Ici, sur ces terres, il n'était pas le vassal de l'empereur. Ici, les lois de l'Empire n'étaient qu'un murmure dans le vent baltique. Il ne pouvait devenir roi de Brandebourg. Mais la Prusse, c'était une autre histoire. Ainsi naquit une idée, brillante par sa subtilité juridique. Non pas roi de Prusse, ce qui aurait pu ressembler à une revendication sur l'ensemble de la région historique, y compris la partie polonaise, mais roi en Prusse, un titre qui soulignait que sa dignité royale n'existait que sur le territoire où il exerçait sa souveraineté absolue. Le jeu diplomatique avait commencé. Les ambassadeurs de Frédéric se rendirent à Vienne, auprès de l'empereur Léopold.
Au début, celui-ci refusa toute information concernant un nouveau roi à ses frontières. Mais de sombres nuages s'amoncelaient à l'ouest. Le puissant roi de France, Louis XIV, s'apprêtait à placer son petit-fils sur le trône d'Espagne, bouleversant ainsi l'équilibre des pouvoirs en Europe. Léopold avait besoin d'alliés. Il avait désespérément besoin de soldats. Frédéric proposa un marché que le trésor impérial, épuisé, ne pouvait refuser. En échange de la reconnaissance du titre royal, l'électeur s'engagea à mettre à la disposition de l'empereur un corps de 8000 de ses meilleurs soldats pour la guerre à venir. Il s'engagea également à soutenir la dynastie des Habsbourg lors des futures élections impériales. Le prix était élevé, mais les enjeux n'étaient pas moindres. Vienne hésita. Les jésuites de la cour murmurèrent à l'empereur que la couronne ne devait pas être donnée à un prince protestant. Mais le pragmatisme l'emporta. 8000 baïonnettes prussiennes l'emportèrent sur toutes les querelles théologiques. En novembre 1700, Léopold donna son consentement. Le rêve de Friedrich était à portée de main. Il décida alors de l'aménager avec un luxe extrême, presque provocateur. Décembre 1700. Le gel s'abattit sur les routes du nord de l'Allemagne. Un cortège sans précédent quitta Berlin pour Königsberg, l'ancienne capitale de la Prusse. 300 carrosses, près de 2000 chevaux, des dizaines de milliers de personnes, la cour au complet, les nobles et leurs serviteurs. Le voyage de 600 kilomètres à travers le sol gelé se transforma en une grande procession coûtant une fortune au trésor public. Des chevaux tombèrent d'épuisement, des carrosses tombèrent en panne, mais la caravane continua obstinément sa route vers l'est, vers le lieu du triomphe. Frédéric lui-même dépensa 30 000 thalers pour les préparatifs, une somme comparable au budget annuel d'une petite principauté. Il commanda 2 couronnes serties de diamants et de perles, des robes de velours violet, un sceptre et un orbe. Il ne lésina sur rien. Ce devait être le plus grand spectacle de sa vie. 18 janvier 1701. L'église du château de Königsberg déborde. La froide lumière du soleil hivernal filtre à peine à travers les hautes fenêtres, miroitant sur les broderies d'or et les pierres précieuses. Frédéric III, électeur de Brandebourg, entre dans la cathédrale. Et puis, au comble de l'admiration, il accomplit un acte inédit, un geste qui précède d'1 siècle celui de Napoléon. Il n'attend pas que l'archevêque le couronne. Il prend lui-même la lourde couronne de ses propres mains et la place sur sa tête. Puis, tel un roi, il couronne son épouse, Sophie Charlotte. À ce moment-là, Frédéric III cessa d'exister. Frédéric Ier, roi de Prusse, naquit. Ses contemporains étaient sceptiques. Ils le qualifiaient de roi cérémoniel. Son propre fils, futur roi soldat, méprisait cette pompe théâtrale. Toute l'Europe se moquait de l'idée que Hohenzollern s'achète une couronne en ruinant le trésor public pour un titre vain. Cela semblait n'être que le caprice d'un monarque vaniteux. Mais, derrière les paillettes, se cachait un calcul froid. Un titre, c'est un statut. Le statut, c'est une influence. Le roi, même s'il était en Prusse, négociait différemment de l'électeur de Brandebourg. Sa dynastie comptait désormais parmi les maisons régnantes d'Europe. Il n'avait pas simplement acheté une couronne pour 8000 soldats. Il avait posé la première et la plus importante pierre angulaire d'un royaume. Un royaume que son petit-fils, Frédéric le Grand, transformerait d'une puissance régionale en une force capable de défier les empereurs eux-mêmes. Le fastueux couronnement dans la froide Königsberg n'était pas une fin, mais un début.
le début de l'histoire du royaume de Prusse. En 1713, un roi mourut à Berlin. Plus qu'un monarque, c'était toute une époque qui s'était éteinte. Frédéric Ier, premier roi de Prusse, aimait les paillettes. Sa cour était une réplique maladroite mais coûteuse de Versailles. Perruques, dentelles, bals à n'en plus finir et français parlés dans des salles dorées. Le trésor public, déjà peu abondant, explosait, finançant ce rêve de grandeur étrangère. Et voilà, la mascarade est terminée. Son fils, Frédéric Guillaume Ier, monta sur le trône. Et la première chose qu'il fit fut de prendre un balai. Pas un balai métaphorique, mais un balai bien réel. Le nouveau roi parcourut personnellement les appartements du palais, évaluant l'héritage de son père. Tableaux, statues, tapisseries, bijoux, tout fut aussitôt vendu aux enchères. Poètes, musiciens et philosophes de la cour furent jetés à la rue. L'odeur des parfums coûteux fut remplacée par celle du tabac bon marché et de la soupe aux choux, que le roi buvait dans un bol en fer blanc. Au lieu de soie et de velours, il portait un simple uniforme bleu. Un uniforme qu'il ne quittait presque jamais. La Prusse a cessé de prétendre à la grandeur, elle a commencé à la construire. Frédéric Guillaume entra dans l'histoire sous le nom de roi soldat. Ce n'était pas seulement un surnom, c'était son essence, sa religion. Il méprisait la science abstraite, détestait l'art et considérait deux choses comme les seules occupations dignes d'un monarque. Gouverner l'État comme une simple caserne et passer personnellement en revue ses régiments. Son parlement était appelé le Collège du tabac. Une réunion rudimentaire de généraux et de fonctionnaires où le sort du pays se décidait autour d'un verre de bière et de la fumée de pipe. Les décisions étaient prises rapidement, avec fermeté et sans sentimentalisme. Et la passion première et dévorante du roi était l'armée. Il avait hérité de son père une armée de 38 000 hommes. À la fin de son règne, il laissait à son fils une armée de 83 000 hommes. 83 000! C'était la 4e armée d'Europe. Pourtant, la Prusse n'était que 13e en termes de population. Un habitant sur 30 portait l'uniforme militaire. Le budget de l'État était divisé en deux parts inégales. 70% des dépenses allaient à l'armée, 30% à tout le reste. Comment nourrir un tel monstre dans un pays pauvre et sablonneux? Le roi soldat trouva la solution. En 1733, il introduisit le système cantonal. Le pays tout entier fut divisé en districts de conscription, les cantons, chacun étant affecté à un régiment spécifique. Désormais, chaque jeune paysan était inscrit sur une liste régimentaire dès sa naissance. Il était mesuré, examiné, et dès lors, sa vie n'appartenait plus à lui, mais à la couronne. Jusqu'à 20 ans, il pouvait travailler la terre, mais 2 mois par an étaient consacrés à l'exercice. Et le moment venu, il revêtait un uniforme bleu et devenait un élément d'une mécanique sans faille. Ce mécanisme était peaufiné avec une cruauté inhumaine. L'exercice prussien devint légendaire. Un pas, un virage, un coup de fusil, tout était perfectionné jusqu'à l'automatisme complet, au point que le corps réagissait plus vite que le cerveau ne pouvait réagir à la peur. On attendait d'un soldat qu'il craigne son caporal plus qu'une balle ennemie. La moindre erreur lui valait un coup de bâton, des dizaines, des centaines de coups de baguette dans le dos. La désertion était passible de mort. Ce n'était pas une armée, c'était un mécanisme mécanique assemblé à partir de pièces humaines.
Le summum de l'obsession militaire de Frédéric Guillaume était son 6e régiment d'infanterie personnelle, les Géants de Potsdam. Le roi adorait les soldats de grande taille. Il les collectionnait dans toute l'Europe, sans reculer devant rien. Ses agents achetaient, échangeaient et kidnappaient des géants. Un Irlandais d'1,90 m fut littéralement rançonné auprès du tsar russe Pierre le Grand en échange de la célèbre chambre d'ambre. D'autres furent séduits par la tromperie. Un prêtre qui refusa de marier un géant à une femme de grande taille, comme l'avait ordonné le roi, fut lui-même envoyé à l'armée. C'était un jouet coûteux, absurde et terrifiant pour le monarque. Mais ce jouet ne combattit jamais. Le roi soldat, créateur de la machine militaire la plus avancée de son temps, ne mena jamais une seule guerre majeure de tout son règne. Il amassait des soldats comme un avare amasse de l'or. Il les admirait lors des défilés, nettoyait leurs fusils, mais craignait de rayer sa précieuse collection. L'armée exigeait de l'argent, et pour le collecter, une autre machine fut créée, bureaucratique, le Directoire général, organe central chargé de gérer les finances, la guerre et les biens de l'État. Les fonctionnaires travaillaient dès 6 heures du matin. Ils assèchent les marais, construisent des routes et encouragent l'industrie manufacturière. Ils expulsent chaque thaler du pays et chaque thaler est versé au trésor militaire. Des immigrants protestants de toute l'Europe sont invités en Prusse, qui leur offre des allègements fiscaux. Mais pas par humanisme. L'État a besoin de mains expertes et de nouveaux contribuables. Tout est subordonné à un seul objectif: efficacité, ordre, accumulation. La Prusse se transforme en Sparte sur la Sprée. Un État qui n'est pas un pays avec une armée, mais une armée qui possède un pays. Mais ce système eut une victime, dont le sort devint le drame de tout le règne, le propre fils du roi, le prince héritier Frédéric. Le garçon était tout le contraire de son père. Il aimait la musique, jouait de la flûte, lisait en secret la philosophie française et écrivait de la poésie. Pour le roi soldat, ce fut plus qu'une simple déception, c'était une trahison. Il considérait son fils comme un marginal efféminé, et il décida de le défaire de cette bêtise. Il frappa publiquement l'héritier à coups de canne, lui tira les cheveux et lui interdit les livres et la musique. La flûte dont jouait secrètement le prince héritier fut brisée par les mains de son père, sous ses yeux. À 18 ans, désespéré, Frédéric décide de fuir. Avec son ami le plus proche, le lieutenant Hans Hermann von Katte, il planifie une évasion vers l'Angleterre. Mais leur complot est découvert. Les fugitifs sont capturés et emprisonnés dans la forteresse de Custrin. La vengeance du père fut terrible. Il voulut les exécuter tous les deux, y compris l'héritier du trône. Seule l'intervention des monarques européens sauva la vie du prince héritier. Mais von Katte fut condamné à mort. Le roi imagina pour son fils un châtiment bien plus sophistiqué qu'une simple flagellation. Au petit matin du 6 novembre 1730, Frédéric fut conduit à la fenêtre de sa cellule. En contrebas, dans la cour, l'échafaud était déjà en place. Alors qu'on le conduisait à l'exécution, von Katte aperçut le visage de son ami à la fenêtre et s'inclina une dernière fois devant lui. Le roi ordonna aux soldats de tenir la tête du prince héritier afin qu'il ne puisse pas se détourner. Il le força à regarder le bourron trancher la tête du seul homme qui le comprenait. Ce jour-là, le jeune poète et musicien mourut. Et à sa place naquit le futur roi de Prusse. Un roi qui avait appris la leçon la plus importante de son père. Le monde est gouverné non par la loi, mais par la force, et qu'aucune méthode n'est trop cruelle pour atteindre son but.
Frédéric Guillaume Ier construisit la caserne idéale. Il laissa derrière lui un trésor bien garni, une armée sans faille et un fils brisé et changé à jamais. Il pensait l'avoir forgé pour en faire un soldat, mais, à son insu, il avait créé quelque chose de bien plus complexe et dangereux, Frédéric le Grand. Imaginez une pièce éclairée à la bougie. L'air n'y est pas lourd et lourd, comme dans la caserne de mon père, où il sentait la poudre à canon et le tabac bon marché. Ici, il sent la cire, la poudre et les pages des livres français. Un jeune homme, le prince héritier, Frédéric de Prusse, porte une flûte traversière à ses lèvres. L'argent rafraîchit sa peau. Et alors, un son naît, pur, clair, complexe. La musique de Quantz. Une musique qui, dans le Berlin de mon père, est considérée comme un crime, une perte de temps, un signe de faiblesse. Pour le roi Frédéric Guillaume Ier, surnommé le roi soldat, le monde était simple et bruyant. Il bâtissait un état de caserne, un état où l'exercice commençait dès le berceau, où une loyauté aveugle et une boucle de ceinture parfaitement polie étaient considérées comme la plus haute vertu. Il créa une armée qui devint un objet de crainte et d'admiration dans toute l'Europe. 83 000 soldats pour 2,5 millions d'habitants. La 4e armée du continent, appartenant au 13e État le plus peuplé. Il ne lésina pas sur les dépenses, achetant des géants de toute l'Europe pour son régiment miniature, les Tall Boys. Il amassa des thalers dans les caves du palais, créant un trésor militaire que tout monarque pouvait envier. Il était obsédé, et il méprisait son fils. Le fils écrivait de la poésie en français. Le fils débattait de philosophie. Le fils portait une perruque poudrée et des manchettes en dentelle. Il jouait de la flûte. Le roi ne voyait pas cela comme un simple passe-temps, mais comme une trahison. Il voyait l'œuvre de sa vie, sa Prusse disciplinée et bien huilée, s'effondrer sous le son de cette maudite flûte. Le conflit était plus qu'un simple choc de génération. C'était le choc de deux mondes, celui de la fusée et celui de la flûte. Et la paix de Fusiliers s'installa, cruelle, inévitable. En 1730, poussé au désespoir, Frédéric, alors âgé de 20 ans, tenta de fuir en Angleterre avec son ami le plus proche, le lieutenant Hans Hermann von Katte. Ils furent capturés. Le roi soldat était furieux. Il ne vit pas là une impétuosité juvénile, mais une désertion, une trahison. Pour Katte, une seule sentence, la mort. Mais la vengeance de son père ne s'arrêta pas là. L'exécution devait avoir lieu sous les fenêtres de sa cellule, dans la forteresse de Custrin. Au petit matin du 6 novembre, le prince fut amené à la fenêtre. Il vit l'échafaud, son ami. Frédéric hurla, implora Katte de lui pardonner, offrant sa vie en échange. Katte, déjà à genoux, se tourna vers la fenêtre et dit en français « Pardonnez-moi, mon prince ». Frédéric fut contraint d'assister à la chute de la tête de son seul ami. Ce jour-là, le granit froid de la forteresse de Custrin pénétra l'âme du futur roi. Le jeune poète mourut. Un homme politique était né. Il apprit à dissimuler ses pensées, à porter un masque de soumission. Il apprit à mentir. Il accepta le mariage que son père lui imposa avec Élisabeth Christine de Brunswick, pour laquelle il n'éprouvait qu'une indifférence glaciale. Il endura l'humiliation, la peur et le repentir public. Et son père considéra enfin la leçon comme apprise. Frédéric fut autorisé à se retirer au château de Rheinsberg. Et c'est là que, pendant plusieurs années, le monde de la flûte prit sa revanche. Rheinsberg devint son Versailles personnel en miniature, un îlot de raison et d'art au milieu de l'océan prussien de discipline.
Architectes, artistes et musiciens s'y pressèrent. C'est là qu'il entretint sa célèbre correspondance avec Voltaire, le qualifiant de maître et anticipant l'avènement des rois philosophes. Il écrivit le traité Anti-Machiavel, dans lequel il condamnait la politique cynique et les guerres de conquête. La Prusse semblait promise à un âge d'or des Lumières et de la paix. La flûte semblait avoir triomphé. Mais au-delà des murs de Rensberg, le mécanisme d'horlogerie mis en marche par le roi soldat fonctionnait. L'armée continuait sa marche. Les officiers étudiaient les règlements. Des milliers de mousquets prêts à l'emploi reposaient dans les arsenaux. Des millions de thalers tintaient dans le trésor. Frédéric, jouant des sonates et discutant de vertu, ne l'oublia jamais. Il étudiait l'histoire militaire, la tactique et la logistique. Il débattait avec Voltaire de l'immortalité de l'âme, mais il savait précisément combien de canons étaient nécessaires à la préparation de l'artillerie et quelle ration quotidienne un soldat avait besoin en marche. Il comprenait la principale leçon de son père. En ce monde, ce n'est pas un traité philosophique qui donne raison, mais un bataillon de grenadiers. Le 31 mai 1740, Frédéric Guillaume Ier mourut. Son héritier, debout à son chevet, ne versa aucune larme. Il devint le roi Frédéric II. Ses premiers décrets furent empreints de l'esprit des Lumières. L'abolition de la torture, l'assouplissement de la censure, la proclamation de la tolérance religieuse. L'Europe applaudit. Le roi philosophe monta sur le trône. Voltaire exulta. À peine 5 mois plus tard, en octobre de la même année, l'empereur Charles VI mourut à Vienne sans héritier mâle. Sa fille, Marie-Thérèse, était destinée à hériter des vastes possessions des Habsbourg en vertu du document connu sous le nom de pragmatique. Un document que son père avait passé des années à négocier avec toutes les cours européennes. Un document que la Prusse avait également signé. Mais ce n'était plus qu'un simple bout de papier. Entre-temps, le jeune roi de Prusse disposait d'un trésor bien garni, d'une armée de 80 000 hommes et de prétentions de longue date, plutôt douteuses, sur l'une des plus riches provinces autrichiennes, la Silésie. L'Europe entière se figea d'impatience. Que choisirait le jeune monarque, auteur de l'Anti-Machiavel, la voie de la vertu ou celle de la force? Dans le silence du bureau de Potsdam, Frédéric se pencha sur une carte. Les sons de la flûte s'éteignirent. L'heure de la fusée était arrivée. Oh. Au milieu du XVIIIe siècle, alors que la Prusse pansait ses plaies après les guerres de Silésie et que son roi s'efforçait de conserver les lauriers d'un chef militaire, un autre monarque régnait en Europe. Un monarque sans armée, sans couronne et sans territoire. Son royaume était le monde des idées, ses sujets les esprits du siècle des Lumières. Ce roi s'appelait François-Marie Arouet, mais le monde le connaissait sous le nom de Voltaire. Et Frédéric, roi de Prusse, désirait ce roi pour sa collection. Il l'appelait depuis des années. Des lettres affluent d'Allemagne en France, raffinées, pleines de flatteries, de promesses et de passages philosophiques. Frédéric se voit non seulement comme un souverain, mais comme le roi philosophe de Platon. Et que serait Platon sans Socrate? Ainsi, en 1750, le rêve se réalise. Voltaire, las des intrigues de la cour de Versailles, accepte finalement l'invitation. Il arrive à Potsdam. Sans souci devint sa demeure, un palais d'indolence. Ici, l'architecture même semblait rejeter la stricte discipline prussienne. Point de bastions menaçants, seulement de gracieuses colonnades immergées dans la verdure des vignobles en terrasse.
Le soir, un cercle restreint se réunissait dans la salle de marbre à la lueur de centaines de bougies reflétées dans les miroirs vénitiens. Le roi lui-même prenait sa flûte et le festin commençait au son de sa propre musique. Mais le repas principal ici n'était ni le gibier ni le vin du Rhin. Le repas principal était la conversation. À la table de Frédéric, il parlait français. Il discutait de tout, de l'immortalité de l'âme, des lacunes de la Bible, de la géométrie et de la poésie. Ce fut un véritable feu d'artifice intellectuel. Deux des plus grands égaux de l'époque, le roi soldat et le roi philosophe, se retrouvèrent réunis. Au début, ils furent enivrés l'un par l'autre. Frédéric voyait en Voltaire l'incarnation vivante de la raison, un génie capable d'affiner son esprit et son style français. Voltaire voyait en Frédéric son souverain idéal, un mécène qui lui permettrait de créer sans censure ni envie. Le roi lui accorda un salaire de 20 000 thalers par an, lui décerna l'ordre du mérite et le titre de chambellan. L'idylle semblait vouée à l'éternité. Mais le paradis est réservé aux anges, pas aux hommes, surtout pas à ces derniers. Les premières fissures apparurent là où on les attendait le moins, dans le monde de la finance. Voltaire, génie des mots, était aussi un génie des transactions financières douteuses. Utilisant des informations privilégiées, il se lança dans la spéculation sur les obligations saxonnes, ce qui était strictement interdit par la loi prussienne. Un scandale éclata. Frédéric dut intervenir personnellement pour étouffer l'affaire. Le roi fut déçu. Son Socrate se révéla être un usurier vulgaire. Il voyait chez le philosophe non pas un désir de vérité, mais une soif de profit. Ce fut le premier coup de froid de la réalité. La seconde piqûre fut fatale. Il s'appelait Pierre-Louis de Maupertuis, président de l'Académie des sciences de Berlin fondée par Friedrich. Un érudit de réputation européenne, mais un homme arrogant et un poète médiocre. Voltaire, intolérant à la concurrence et à l'autorité prétentieuse, ne pouvait se permettre de refuser une telle cible. Il fit de la vie de Maupertuis un véritable enfer. D'abord, des épigrammes, aussi cinglantes qu'une piqûre de guêpe, circulèrent de bouche en bouche à Potsdam. Puis vint le tonnerre. Maupertuis publia un traité scientifique controversé. Voltaire répondit par un pamphlet intitulé « La diatribe du docteur Acacia ». Il ne s'agissait pas d'une polémique savante, c'était un assassinat intellectuel. Écrit avec une virtuosité diabolique, le texte fit du président de l'Académie la risée de l'Europe. Il était ridicule, pathétique et anéanti. Frédéric était furieux. Il ne s'agissait pas seulement d'une attaque contre Maupertuis, c'était une attaque contre son Académie, contre ses choix, contre son autorité. Le roi se trouvait face à un choix, défendre son ami de génie ou défendre son État et ses institutions. Frédéric choisit l'État. Il interdit la publication du pamphlet. Voltaire jura qu'il ne le ferait pas, et bien sûr, il mentit. Akaki fut imprimé en secret et se répandit instantanément dans tout Berlin. La réaction du roi fut typiquement prussienne, rapide et brutale. Le 9 décembre 1752, sur ordre personnel de Frédéric, le tirage complet du pamphlet fut rassemblé et brûlé publiquement par le bourreau sur une place berlinoise. Brûler le livre de son ami devant ses sujets. Ce fut la fin. Pas seulement de l'amitié, c'était la fin d'une grande illusion. Leurs célèbres dîners à Sans Souci devinrent une torture glaciale. Ils étaient assis à la même table, mais un mur s'élevait entre eux. Voltaire écrivit plus tard qu'il se sentait comme une orange dont le roi avait pressé le jus et était maintenant prêt à jeter l'écorce.
En mars 1753, après presque 3 ans en Prusse, le philosophe demanda sa démission. Frédéric le congédia avec une politesse glaciale. Mais le drame n'était pas terminé. Après le départ de Voltaire de Potsdam, le roi apprit qu'il avait emporté quelque chose de précieux. Ce n'était ni un bien gouvernemental, ni de l'argent. Il s'agissait du recueil de poèmes de Frédéric, œuvre de poésie. Un livre privé, non destiné à la consommation publique. Le roi y prenait des libertés, satirisant d'autres monarques et s'y livrant à des propos assez explicites. S'il avait été publié, cela aurait provoqué un scandale diplomatique colossal. Frédéric ne faisait pas confiance à Voltaire, qu'il considérait comme un maître chanteur. L'ordre fut donné. À Francfort-sur-le-Main, ville impériale libre et non soumise à la Prusse, des agents prussiens saisirent la voiture de Voltaire. L'écrivain le plus célèbre d'Europe fut arrêté comme un vulgaire voleur. Il fut enfermé dans la chambre d'une auberge bon marché. Ses bagages furent fouillés et tous ses papiers fouillés. Il fut détenu pendant plus d'1 mois, humilié et interrogé, jusqu'à ce que le recueil de poèmes, au destin tragique, soit finalement retrouvé et confisqué. Ce fut l'humiliation ultime, la plus amère. Leur histoire d'amour philosophique avait atteint sa fin sans gloire. Ils ne se reverraient plus jamais. Mais l'histoire de leur relation ne s'arrêta pas là. Elle entra simplement dans une nouvelle phase. À peine remis du choc, ils recommencèrent à correspondre. Et ils correspondirent encore pendant 25 ans, jusqu'à la mort de Voltaire. Ils se disputaient, se moquaient, échangeaient des nouvelles et des poèmes. Ils ne pouvaient vivre ensemble, mais il semblait qu'ils ne pouvaient pas non plus vivre l'un sans l'autre. Le roi philosophe et le roi philosophe. Leur grande expérience de sans souci échoua, mais elle laissa derrière elle plus qu'un arrière-goût amer. Elle laissa derrière elle une leçon, la leçon que même les esprits les plus brillants des Lumières restent humains. Avec leur passion, leur fierté et leur besoin inextinguible d'une autre personne capable de les comprendre. Même si cette personne est votre ami le plus brillant et votre ennemi le plus juré. Le palais était silencieux. Non pas le silence solennel qui précède l'entrée d'un monarque, mais le silence profond et visqueux d'une vieille demeure où l'on finit ses jours. Sans souci, quelle ironie! Ici, parmi les terrasses de vigne et les nymphes de marbre, les soucis prenaient forme et habitaient chaque pièce, chaque pli de velours, chaque craquement de parquet. Ils avaient un visage et un nom, Frédéric. Le roi de Prusse, le grand Frédéric, philosophe sur le trône et vainqueur à Rosbach, était désormais un vieil homme. Un vieil homme qui, chaque matin, bien avant l'aube, engageait son combat personnel, non pas contre l'armée autrichienne, mais contre son propre corps. Son corps, forgé par des dizaines de batailles, était devenu sa prison. La goutte lui tordait les doigts, l'empêchant de tenir une plume. L'asthme transformait chaque respiration en un effort rauque. L'œdème déformait ses jambes, le forçant à porter des bottes coupées. Mais son esprit refusait de capituler. À 4 heures du matin, un domestique entra dans la chambre. Pas de « Votre Majesté », simplement « Il est temps », et Frédéric se leva. Lentement, en grognant, s'appuyant sur une canne. Il s'assit près de la cheminée, qui brûlait même en été. Le froid lui transperçait les os. Le jour avait commencé. Un jour comme des milliers d'autres avant lui. Ce n'était plus le Frédéric qui avait fait irruption en Silésie, le regard brûlant de la jeunesse, ni le commandant qui, d'une seule manœuvre à Rosbach, avait renversé une armée 2 fois plus nombreuse. Ce Frédéric était resté sur les champs de bataille de la guerre de 7 ans, en correspondance avec Voltaire, dans des rapports triomphaux.
Ce Frédéric était un administrateur, un bureaucrate de sa propre gloire. La Prusse était sa machine, et lui, le chef mécanicien, ne pouvait se permettre un seul jour de repos. De sa chambre, il se rendit dans son bureau, où des montagnes de papier l'attendaient. Rapports, pétitions, rapports des 4 coins du royaume. Il lisait tout, il fouillait tout. Le prix du grain en Prusse orientale, la construction d'un canal près de Bromberg, la nomination d'un garde forestier dans le Brandebourg, la plainte d'un soldat contre un sergent. Sa main desséchée, couverte de taches de vieillesse, griffonnait des résolutions dans les marges, brèves, caustiques, d'une précision militaire. Il dirigeait le pays comme il commande un régiment, ne faisant confiance à personne, contrôlant chaque pas. Il leur survécut à tous. Voltaire, son idole et éternel adversaire, était mort. Sa sœur Wilhelmine, sa seule véritable amie, reposait depuis longtemps dans la crypte. Les anciens généraux, compagnons de grandes batailles, s'étaient éteints un à un. Il était désormais entouré de nouveaux visages, obséquieux, timides, étrangers. Il dînait seul, à l'exception de ses derniers et plus fidèles compagnons. Une douzaine de lévriers italiens, à qui tout était permis, dormir sur son lit, manger dans ses assiettes. Il leur parlait, les appelait par leur nom et les léguait pour qu'ils soient enterrés à ses côtés sur la terrasse de son souci. Il faisait bien moins confiance aux gens. Un homme en particulier, son neveu et héritier, Frédéric Guillaume. Le roi voyait en lui tout ce qu'il méprisait, la paresse, un penchant pour le mysticisme, l'autosatisfaction. « Mon neveu causera ma perte », disait-il dans ses rares moments de franchise. Il contemplait l'avenir de sa Prusse, sa création chèrement acquise, et n'y voyait que du brouillard. Toute sa vie, tout ce travail titanesque pour transformer un électorat médiocre en une grande puissance, tout cela pouvait être réduit à néant. Sa dernière guerre, dite guerre de succession de Bavière, reflétait son grand âge. On la surnomma la guerre de la pomme de terre. Il n'y eut ni victoires éclatantes, ni batailles décisives. Seulement de longues et pénibles manœuvres entre deux immenses armées qui ne s'affrontèrent jamais. Les soldats passèrent plus de temps à arracher des pommes de terre dans les champs qu'à tirer. Frédéric était déjà trop vieux, trop prudent pour risquer son armée, son plus grand héritage. Il atteignit ses objectifs par la diplomatie, par les menaces et non par l'acier. Le grand guerrier devint un grand pragmatique. Le drame quitta le champ de bataille pour la quiétude du bureau. L'été 1786 fut lourd et humide. L'état du roi s'aggrava. Il ne pouvait plus s'asseoir à cheval, on le déplaçait en fauteuil roulant. Mais il continua à travailler. Début août, il passa la revue de ses troupes en Silésie, assis dans une voiture, sous une pluie battante pendant 6 heures d'affilée. Il rentra à Potsdam avec de la fièvre. Les médecins étaient impuissants. Ils lui proposèrent du repos, mais pour lui, ce mot était synonyme de mort. Il refusa de s'allonger. Un roi doit mourir debout, croassa-t-il. Ils le firent asseoir sur une chaise, dans le bureau, face au jardin. Il était essoufflé, mais il continua à donner des ordres. Il s'enquit du temps, du prix du pain. Dans la nuit du 14 au 15 août, un orage éclata. Le vent frappait les fenêtres de sans souci. La pluie s'abattait sur les vitres. Frédéric somnolait dans son fauteuil, enveloppé dans ses couvertures. Vers minuit, il se réveilla et demanda doucement l'heure. Apprenant qu'il était 2 heures, il prononça ces derniers mots, adressés non à qui que ce soit, mais à son fidèle chien couché à ses pieds. « Couvrez-moi, j'ai froid. » Le serviteur le serra plus fort. Le roi ferma les yeux.
Sa respiration devint plus faible, plus calme. Et à 2h20 du matin, le 17 août 1786, le cœur de Frédéric le Grand s'arrêta. On raconte qu'à cet instant précis, la grande horloge de son bureau, qu'il remontait lui-même chaque jour, s'arrêta à son tour. Une époque était révolue. Dans le silence du palais, au milieu des papiers et des cartes, dans un vieux fauteuil voltairien, était assis le roi défunt. La machine prussienne se retrouva sans son mécanicien. Et toute l'Europe, retenant son souffle, attendait la suite. Le fantôme de Frédéric le Grand marchait toujours à la tête des régiments prussiens. Son ombre semblait mener les bataillons au combat, alignés en ligne parfaite, comme une parade. En 1806, l'armée prussienne se croyait invincible. Ce n'était pas seulement une armée, mais une relique, un monument vivant à la gloire de la guerre de 7 ans. Ces généraux, leurs perruques poudrées à la mode un demi-siècle plus tôt, considéraient Napoléon avec un dédain aristocratique. Ils le voyaient comme un parvenu corse, et sa grande armée comme une foule indisciplinée. Ils ne comprenaient pas que le monde avait changé. Cette guerre était devenue différente. Ce n'était plus une partie d'échecs entre rois, c'était désormais la fureur de toute une nation incarnée par un seul génie. Au matin du 14 octobre 1806, un épais brouillard d'automne recouvrait la vallée de la Saale. Il dissimulait 2 armées, 2 mondes, l'un à l'autre. Sur les collines près d'Iéna et d'Auerstedt, la vieille Prusse s'apprêtait à donner sa dernière leçon à l'empereur parvenu. La leçon tourna au désastre. Ce ne fut pas une simple bataille, ce fut un double coup fatal porté simultanément en 2 endroits. À Iéna, le corps français du maréchal Lannes s'écrasa sur les lignes prussiennes, incapable de combattre en formation dispersée, dans le brouillard et le chaos. Tandis que les officiers prussiens peinaient à aligner leurs bataillons sous un ouragan de feu, les soldats de Napoléon perçaient déjà leurs rangs, les débordaient et semaient la panique. Pendant ce temps, à seulement 20 kilomètres de là, à Auerstedt, le maréchal Davout, avec un seul corps épuisé, affronta le gros des forces prussiennes sous le commandement du roi lui-même et du duc de Brunswick. 1 contre 3. Mais Davout combattit avec la fureur d'un homme condamné, tandis que les commandants prussiens, confiants dans la victoire, agissaient avec indécision et désorganisation. Le duc de Brunswick, commandant en chef, fut mortellement blessé aux 2 yeux. Le commandement s'effondra. La machine militaire parfaite de Frédéric, confrontée à la réalité, s'effondra en quelques heures. Ce qui suivit ne fut pas une retraite, mais une fuite paniquée. La légendaire armée prussienne cessa d'exister. Des forteresses capables de résister à des mois de siège se rendirent sans un coup de feu aux patrouilles de cavalerie française. Magdebourg, Stettin, Custrin, les bastions de la puissance prussienne tombèrent paralysés par la terreur. Napoléon entra à Berlin non pas en conquérant, mais en maître, acceptant les clés de son nouveau domaine. Il marcha sous la porte de Brandebourg, en retira le quadrige et l'envoya à Paris comme trophée. Du tombeau de Frédéric le Grand à Potsdam, il prit son épée, son ceinturon et sa montre. Il humilia la Prusse avec méthode et froideur. Le roi Frédéric Guillaume III, homme faible et indécis, s'enfuit à l'extrême est de son royaume. Les espoirs de la nation reposaient sur son épouse, la reine Louise. Belle, intelligente et courageuse, elle devint le symbole d'un esprit indomptable. À Tilsit, en 1807, elle franchit un pas désespéré. Elle rencontra Napoléon en personne pour le supplier de faire preuve de clémence envers son pays. L'empereur, charmé, resta inexorable. Il lui offrit une rose, accompagnée d'un traité de paix qui signifiait la mort de la vieille Prusse. En vertu du traité de Tilsit, la Prusse perdit la moitié de son territoire.
Toutes les terres à l'ouest de l'Elbe disparurent. Les terres prises à la Pologne devinrent le duché vassal de Varsovie. Des réparations de 120 millions de francs, une somme inabordable pour un pays ruiné. Et l'armée, fierté des Hohenzollern, fut réduite à 42 000 hommes, moins d'un seul corps de la Grande Armée. La Prusse devint un satellite de la France, humiliée et exsangue. Cela semblait être la fin. Mais c'est ici, au plus profond de l'humiliation nationale, que commence l'histoire de la Renaissance, l'histoire de la transformation des cendres en fondation. Tandis que les garnisons françaises restaient dans les villes prussiennes, une révolution éclata dans le calme des bureaux. Non pas avec la guillotine et les barricades, mais avec la plume et l'encre. Elle était menée par un groupe de personnes qui comprenaient la cause profonde du désastre. Ce n'étaient pas les soldats qui avaient perdu à Iéna, mais l'État. Un État où les sujets n'étaient que de simples rouages et non des citoyens prêts à mourir pour leur pays. Le baron von Stein, chevalier impérial au visage sévère et à la volonté inflexible, entreprit de briser le système féodal. L'édit d'octobre 1807 abolit le servage. Les paysans n'étaient plus la propriété de leurs propriétaires terriens. Les villes obtinrent l'autonomie. Stein était convaincu que pour qu'un État ait des défenseurs, ses habitants devaient bénéficier d'une patrie digne d'être défendue. Son œuvre fut poursuivie par le prince von Hardenberg, plus souple mais non moins décisif. Il réforma le système fiscal et introduisit le libre-échange, jetant ainsi les bases du futur miracle économique. Au sein du ministère de la guerre, un génie discret, le général Gerhard von Scharnhorst, fils d'un simple fermier, était à l'œuvre. Avec son camarade, le fougueux August von Gneisenau, il créait une nouvelle armée. Ils abolissaient le monopole de la noblesse sur les grades d'officiers, ouvrant la voie à des talents de tous horizons. Les châtiments corporels qui humiliaient les soldats étaient interdits, mais leur plus grande invention est le système dit Krümper. La limite des 42 000 hommes était contournée avec une simplicité ingénieuse. Les recrues étaient recrutés, entraînés intensivement pendant plusieurs mois, puis envoyés en congé indéfini, remplacés par de nouvelles recrues. Ainsi, sous le nez des observateurs français, la Prusse créa secrètement une vaste réserve de soldats entraînés. Ce fut la naissance de la conscription universelle. Ce fut la naissance de l'état-major général, le cerveau de l'armée, qui planifierait les victoires futures. Et enfin, l'arme de l'esprit. Guillaume von Humboldt mena une réforme de l'éducation. En 1810, dans Berlin occupé, il fonda une nouvelle université. Non pas un lieu d'apprentissage par cœur, mais un temple de la libre pensée et de la recherche scientifique. Tandis que les tambours français résonnaient sur Unter den Linden dans les amphithéâtres de l'université, le philosophe Johann Gottlieb Fichte lut ses discours à la nation allemande, appelant à la renaissance spirituelle et à l'unité nationale. Ainsi, pas à pas, un phénix renaissait des cendres d'Iéna. Mais c'était un oiseau différent. La vieille Prusse, fragile et absolutiste de Frédéric, s'était éteinte. À sa place, un nouvel État naissait, moderne, bureaucratique, doté d'une armée de citoyens et d'une élite instruite. Un État trempé par l'humiliation et assoiffé de vengeance. Le fer se reforgeait au feu de la défaite. Il devenait de l'acier. L'année 1812 approchait. La grande armée de Napoléon, forte d'un demi-million d'hommes, avançait vers l'est, en direction de Moscou. Et dans la caserne prussienne, silencieuse et disciplinée, un nouveau soldat prussien attendait son tour.
Il savait déjà pourquoi il se battrait. L'Europe du milieu du XIXe siècle. L'air est lourd des espoirs déçus des révolutions de 1848. Les grandes idées de liberté et d'unité avaient été brisées par la volonté monarchique, mais leur spectre persistait à hanter une Allemagne fragmentée. 38 États, 38 coutumes, armées et ambitions, et une éternelle question restée sans réponse pendant des décennies. Qui unifiera ce pays? Vienne ou Berlin? Les Habsbourg ou les Hohenzollern? La Prusse est figée. Le roi Guillaume Ier, vétéran de la guerre, est obsédé par la réforme militaire. Il sait que l'avenir se joue sur le champ de bataille et qu'une nouvelle armée modèle est nécessaire pour cela. Mais le Parlement libéral, le Landtag, refuse d'allouer des fonds. Une impasse. Le monarque contre le peuple. La crise est si profonde qu'en septembre 1862, le roi est prêt à abdiquer. Une pétition est déjà sur la table. Il semble que le rêve d'hégémonie prussien soit sur le point de s'effondrer. Et à cet instant, un homme entre en scène, dont le nom deviendra synonyme d'intrigue politique et de diplomatie. Un propriétaire terrien poméranien, un junker à la voix tonitruante et à l'esprit glacial. Un diplomate qui dédaignait les paroles creuses. Son nom était Otto von Bismarck. Convoqué à Berlin, dernier espoir de la couronne, il ne promet aucun compromis. Il ne recherche aucune sympathie. Le 30 septembre 1862, devant la commission du budget du Landtag, dans une salle imprégnée d'une odeur de fumée de cigares et de cire, il prononce des paroles qui deviendront le programme de la décennie à venir. Les grandes questions de l'époque ne se règlent pas par des discours et des résolutions majoritaires. Ce fut la grande erreur de 1948 et 1949, mais par le fer et le sang. Le Parlement est horrifié. La presse libérale le qualifie d'usurpateur. Mais Bismarck n'y prête aucune attention. Il a trouvé une faille dans la Constitution et commence à gouverner sans budget approuvé, collectant les impôts et mettant en œuvre la réforme militaire par décret royal. Pendant 4 ans, il sera au bord du coup d'État, ignorant protestations et menaces. Il est un maître du jeu. Et il sait que la seule façon de réduire tout le monde au silence est la victoire. Une victoire éclatante et incontestable qui justifiera tous ses actes. Le jeu a commencé. Le premier coup est donné au Danemark. Le prétexte est la protection de la population allemande des duchés de Schleswig et de Holstein. Il s'agit d'un casse-tête juridique complexe, dont le Premier ministre britannique Palmerston a déclaré que seules 3 personnes en comprenaient l'essence. L'une est morte, l'autre est devenue folle, et la 3e, lui-même, l'a oubliée. Mais Bismarck n'a pas besoin de l'essence. Il lui faut un prétexte. Il entraîne son principal rival, l'Autriche, dans la guerre. Ensemble, ils écrasent le minuscule Danemark en 1864. La Prusse obtient le Schleswig, l'Autriche et le Holstein. Le piège est refermé. Bismarck dispose désormais d'une source permanente de friction avec Vienne. Il peut déclencher un conflit à tout moment. Et ce moment arrive 2 ans plus tard. Bismarck entreprend une préparation diplomatique titanesque. Il rencontre l'empereur français Napoléon III à Biarritz, lui proposant une compensation territoriale pour la France en échange de sa neutralité. Il conclut une alliance avec le jeune royaume d'Italie, promettant Venise alors sous domination autrichienne. Il avait déjà apaisé la Russie en la soutenant lors du soulèvement polonais. L'Autriche se retrouve alors complètement isolée. Été 1866. L'armée prussienne, réarmée de fusils à aiguille Drèse, fond sur les Autrichiens. Les chemins de fer, utilisés pour la première fois pour des déplacements de troupes d'une telle ampleur, acheminent les soldats à la frontière avec une rapidité sans précédent.
Le monde s'attendait à une guerre longue et éprouvante, comme toujours. Mais la machine militaire prussienne, perfectionnée par le général Moltke, tourne comme une horloge. La guerre ne dure que 7 semaines. La bataille décisive eut lieu le 3 juillet près du village de Sadowa, en Bohême. C'est un jour de triomphe pour les armes prussiennes. L'armée autrichienne est mise en déroute. La route de Vienne est ouverte. Le roi Guillaume, les généraux et toute l'armée sont impatients d'entrer dans la capitale des Habsbourg et d'imposer une paix humiliante. Mais Bismarck se révèle une fois de plus un brillant stratège. Il discute avec acharnement avec le roi et menace de démissionner. Il comprend ce que les généraux ne voient pas. Une Autriche humiliée deviendra un ennemi perpétuel. Et il a besoin d'une Autriche neutre, voire amicale à l'avenir. Il refuse l'annexion d'un seul centimètre carré de territoire autrichien. Sa seule exigence est que l'Autriche quitte la Confédération germanique. La question allemande est résolue. L'Autriche est expulsée. Bismarck crée la Confédération de l'Allemagne du Nord, unissant 22 États au nord du Main sous l'hégémonie prussienne. Les libéraux, qui hier encore le maudissaient, applaudissent aujourd'hui le héros national. La victoire a tout anéanti. Mais la partie n'est pas terminée. Il ne reste qu'un seul adversaire, la France. L'empereur Napoléon III observe avec inquiétude l'essor de la Prusse. Il se sent trahi. Il n'a pas reçu la compensation promise. La société française exige vengeance pour Sadowa, exige l'arrêt des parvenus de Berlin. Les États du sud de l'Allemagne, Bavière, Wurtemberg, Bade, appréhendent également la Prusse, mais craignent la France encore plus. Bismarck n'a besoin que d'un prétexte pour se jeter dans ses bras. Et ce prétexte doit venir de France. La France doit être perçue comme l'agresseur. En 1870, une occasion rêvée se présenta. Le trône d'Espagne, vacant, fut offert à un parent du roi de Prusse, Léopold Hohenzollern. Paris explosa d'indignation. La France ne tolérerait pas la présence d'un prince prussien à ses frontières. La pression diplomatique commença. Le roi Guillaume, en vacances à Ems, accepta de retirer sa candidature. L'incident semblait clos. La France avait remporté une victoire diplomatique. Mais cela ne suffit pas à Paris. L'ambassadeur de France exige de Guillaume des garanties écrites que les Hohenzollern ne seront plus jamais nommés au trône d'Espagne. Le roi refuse poliment, mais fermement. Il télégraphie une description de cette rencontre à Bismarck à Berlin. Et c'est là que se produit la plus grande manipulation politique du siècle. Bismarck dîne avec les généraux Moltke et Roon. Découragé, il croit avoir perdu l'occasion de faire la guerre. Mais à la réception de la dépêche, il la relit. Il prend la plume. Il ne change pas un mot des propos du roi. Il se contente de biffer quelques formules de politesse, en condense l'essentiel à l'extrême, transformant le rapport neutre en un communiqué cinglant et insultant. Sous sa forme corrigée, le télégramme sonne comme si le roi de Prusse avait brutalement expulsé l'ambassadeur de France. Bismarck divulgue aussitôt le texte aux journaux. L'effet est tel une étincelle dans une poudrière. Le lendemain, la France entière bouillonne de rage. Dans les rues de Paris, la foule scande « à Berlin ». Napoléon III, faible et malade, ne peut résister à la pression populaire. Le 19 juillet 1870, la France déclare la guerre à la Prusse. Le piège est tendu. La France est l'agresseur. Les États allemands du Sud, liés à la Prusse par des alliances défensives, entrent immédiatement en guerre à ses côtés. L'Allemagne entière se soulève contre l'ennemi commun. Le dénouement est rapide. Le Second Empire se révèle un colosse aux pieds d'argile. Dès le 2 septembre, après la catastrophe de Sedan, l'empereur Napoléon III en personne, à la tête d'une armée de 80 000 hommes, capitule.
Mais Bismarck avait besoin de plus qu'une simple victoire militaire. Il lui fallait un symbole, un accord final qui résonnerait dans toute l'Europe. Et il trouva le lieu idéal. Pas Berlin, Versailles, la galerie des glaces de Louis XIV, cœur de l'absolutisme français. Le lieu d'où, pendant décennies, des ordres humiliants avaient été donnés à l'Allemagne. Le 18 janvier 1871, alors que Paris assiégé mourait de faim, dans cette salle, au milieu des peintures murales glorifiant les victoires de la France, sous le regard des princes et des généraux allemands, le roi de Prusse, Guillaume Ier, fut proclamé empereur, Kaiser, de l'Allemagne unie. La partie est terminée. Le maître du jeu, le Junker poméranien Otto von Bismarck, a créé l'Empire allemand en moins de 9 ans au terme de 3 guerres. Il a redessiné la carte de l'Europe. Il a créé en son centre une force nouvelle et redoutable, avec laquelle chacun devra désormais compter. Il l'a fait non pas par des paroles, mais par le fer et le sang. Et les échos de ses coups se feront entendre pendant très, très longtemps. C'est un froid janvier 1871. Au cœur de la France, dans son âme sculptée de marbre et d'or, le vainqueur règne en maître. Versailles, le palais du roi Soleil, où chaque froissement de soie et chaque claquement de talons constituait autrefois une grande symphonie de pouvoir absolu, résonne désormais du pas lourd des bottes prussiennes. Paris est encerclé, blessé et affamé. La guerre est pour l'essentiel gagnée. Mais pour Otto von Bismarck, la bataille principale ne fait que commencer. Et elle est bien plus difficile que de prendre d'assaut les redoutes ennemies. La victoire sur le champ de bataille n'est que la moitié de la bataille. Avec le fer et le sang, il a écrasé le Danemark, puis l'Autriche et maintenant la France. Il a ouvert la voie. Mais pour ériger l'édifice d'un empire allemand unifié sur cette voie, l'épée prussienne seule ne suffisait pas. Il fallait du ciment. Un ciment fait du consentement des rois, grands-ducs et princes allemands, qui, pendant des siècles, s'étaient accrochés à leur indépendance comme à leur dernier trésor. Ils combattirent côte à côte avec la Prusse, mais l'idée de s'incliner devant le roi de Prusse, leur empereur, leur était plus amère que n'importe quelle défaite. Le centre de la résistance se trouve au sud, la fière et catholique Bavière. Sans elle, sans le royaume des Wittelsbach, tout empire ne serait rien d'autre qu'une Prusse élargie, un colosse aux pieds d'argile. Et sur le trône bavarois siège non pas un pragmatique ni un politicien, mais un rêveur, le roi Louis II. Un homme vivant dans un monde d'opéra wagnérien et de châteaux de contes de fées, loin du grondement des canons et du grattement des plumes des diplomates. Il méprise les militaristes prussiens, ces parvenus du Nord. Bismarck l'a compris. Louis ne peut être conquis par la force. On ne peut que le persuader ou l'acheter. Ainsi commence une guerre silencieuse, invisible, faite de nerfs et d'intrigues. Bismarck opère par intermédiaire. Son principal instrument est le comte von Hohenstein, confident du roi de Bavière. Le chancelier de fer sait que Louis a une faiblesse, bien plus terrestre que son amour pour les chevaliers cygnes. Ses châteaux exigent des sommes colossales. Le trésor est vide. Bismarck fait donc une offre impossible à refuser. Il offre à Louis des versements annuels substantiels et surtout secrets, provenant des fonds du Welf, des fonds secrets confisqués au roi déchu de Hanovre. Le prix du rêve de Louis est la couronne de Guillaume. Ainsi, en décembre 1870, Louis II, dans son château de Hohenschwangau, signe une lettre, le Kaiserbrief. Une lettre rédigée par Bismarck lui-même, dans laquelle le roi de Bavière, au nom de tous les souverains allemands, demande au roi de Prusse, Guillaume Ier, d'accepter le titre d'empereur allemand.
Paradoxe historique. La lettre qui donne naissance à un empire, écrite avec de l'argent volé à un autre monarque allemand et signée par un roi qui, au fond, est cet empire. Le drame naît des faits. Mais ce n'est pas fini. Le dernier obstacle est le futur empereur lui-même. Guillaume Ier a déjà plus de 70 ans. C'est un vieux soldat, un Prussien jusqu'à l'os. Il est le roi de Prusse. Ce titre lui est sacré. Et le titre d'empereur, une phrase creuse, un clinquant, quelque chose de révolutionnaire, de napoléonien. Il pressent que la grande couronne des Frédéric sera absorbée, dissoute dans ce nouveau titre impérial sans visage. « Demain est le jour le plus triste de ma vie », écrit-il à sa femme à la veille de la proclamation. « Nous enterrons la vieille Prusse. » 18 janvier 1871. La date n'a pas été choisie au hasard. C'est ce jour-là, il y a 170 ans, que l'électeur Frédéric III se couronnait à Königsberg, devenant ainsi le premier roi de Prusse. Bismarck adorait le symbolisme historique. Le lieu de l'événement est la Galerie des Glaces de Versailles, une vaste salle froide où même le souffle de centaines d'officiers et de dignitaires ne parvient pas à réchauffer l'air humide. Des centaines de bougies scintillent dans une rangée infinie de miroirs, reflétant les perruques et les bas de soie non poudrés, ainsi que les uniformes bleus grossiers de l'armée prussienne maculés de boue des récentes batailles. Au lieu de musiciens de cour, on trouve un chœur militaire. Au lieu d'un trône, on trouve une estrade construite à la hâte et un autel de campagne. Au mur, telles des cicatrices sur le visage de la gloire française, étaient accrochées des bannières capturées au combat, transpercées par les balles et les éclats d'obus. La tension est palpable. Même à cette heure finale, tout pourrait s'écrouler. Au matin, une violente dispute éclate entre le roi et le chancelier. À propos du titre, Guillaume insiste sur « empereur d'Allemagne », Bismarck sur « empereur allemand ». Une broutille? Non, c'est l'essence même de tout. Empereur d'Allemagne signifie souverain de terre, un dirigeant direct. Cela humilierait les autres monarques. Empereur allemand signifie premier parmi ses pairs, chef d'une union. C'est la seule formule qui satisfera les princes. Guillaume est furieux, Bismarck est froid et inflexible. Ils entrent dans la galerie sans se parler. La cérémonie commence. Bismarck lit la proclamation. Sa voix, habituellement tonitruante, est sèche et neutre. Il proclame la création de l'Empire allemand. Un silence où l'on entend le crépitement des bougies. Le grand-duc de Bade, gendre de Guillaume, doit porter un coste. Il voit le visage glacial de Bismarck et la confusion du roi. Et il trouve une solution brillante. Il ne crie pas « Vive l'empereur allemand » ni « Vive l'empereur allemand ». Il lève la main et proclame d'une voix forte « Vive sa majesté impériale et royale, le Kaiser Guillaume !» Et la salle explose. Un triple « Ach !» repris par des centaines de gorges tachées d'étain gronde sous les voûtes peintes de Lebrun, fait trembler les lustres de cristal et se reflète dans les miroirs. Les soldats lèvent leurs casques à pointe au-dessus de leur tête, les officiers dégainent leurs sabres. Dans ces miroirs, témoins du triomphe de Louis XIV, une nouvelle puissance, terrible et immense, naît, le Reich allemand. Naît non pas à Berlin, mais au cœur d'un ennemi humilié. Taillé dans des compromis, payé d'or secret, scellé du sang et de la volonté d'un seul homme. Reflété dans ces miroirs froids, l'aigle prussien déploie ses ailes pour s'élever plus haut qu'aucun roi Hohenzollern n'en a jamais rêvé. Et l'ombre de ses ailes couvrira l'Europe pour le prochain demi-siècle. L'hiver 1944 arriva tôt en Prusse et y resta longtemps. Il apporta non seulement de la neige, mais aussi un linceul.
L'air, chargé de givre et de fumée, résonnait du calme de l'attente. À l'est, au-delà de la Memel prise par les glaces, régnait un silence différent, lourd, chargé de tonnerre. Là, une puissance telle que ce pays n'en avait jamais connue se rassemblait. Des millions de soldats, des dizaines de milliers de canons, une vague d'acier prête à déferler vers l'est, balayant tout sur son passage. Pour la Prusse orientale, berceau du royaume, ce fut plus qu'une énième campagne au terme d'une guerre perdue. C'était le dénouement, l'acte final d'une tragédie écrite dans le sang et le fer. Le Gauleiter Erich Koch, un fanatique aveuglé par l'agonie du régime, diffusait des slogans insensés sur une forteresse imprenable. Mais les gens ordinaires, regardant vers l'est, n'entendaient plus sa voix, mais un grondement lointain et croissant, le grondement de la mort des dieux. Le 13 janvier 1945, le ciel s'ouvrit. L'offensive de Prusse orientale avait commencé. Le sol trembla si fort que les vitres volèrent en éclats. La neige se noircit de fumée. Ce n'était pas une bataille, c'était une catastrophe géologique. Face aux forces supérieures et aguerries de l'armée rouge, la Wehrmacht ne pouvait aligner que les restes de divisions brisées, les anciens du Volkssturm et les jeunes des jeunesses hitlériennes, pour qui les mitrailleuses étaient plus lourdes qu'eux. Ils combattirent avec le désespoir des condamnés, figés dans leurs tranchées. Mais leur résistance ne fit qu'envenimer le parcours sanglant des attaquants. Et puis commença le grand exode, ce que les Allemands appelleraient der Trek. Des centaines de milliers de civils, abandonnant tout ce qu'ils avaient accumulé au fil des générations, se déversèrent vers l'ouest. Charrettes paysannes tirées par le dernier cheval maigre, traîneaux d'enfants, simples baluchons en bandoulière. Un flot incessant de gens, gris et déferlant sur les routes enneigées sous le hurlement des bombardiers en piqué. Ils furent vers la côte, vers les ports de Pilot et de Danzig, vers les navires de sauvetage. Ils s'enfuirent vers la Baltique, ignorant que la mer glacée se préparait déjà à devenir leur charnier. Le point culminant de cette horreur eut lieu dans la nuit du 30 janvier. Le paquebot Wilhelm Gustloff, autrefois symbole d'une détente sans classe, était désormais une arche de Noé pour les désespérés. Conçu pour accueillir 1500 personnes, il en comptait plus de 10 000, principalement des femmes, des enfants et des blessés. Dans l'obscurité, loin des côtes, 3 torpilles soviétiques atteignirent leur cible. Le navire coula en quelques minutes. Les eaux glacées de la Baltique, noires et indifférentes, engloutirent près de 9000 âmes. Ce fut et demeure la plus grande catastrophe maritime de l'histoire de l'humanité, un fait enfoui sous le tonnerre des dernières salves de la guerre. Mais le cœur de la Prusse, Königsberg, battait toujours. Encerclée, coupée du monde, la ville fortifiée était devenue un enfer. Ces anciens remparts, souvenirs des chevaliers teutoniques, s'écroulaient sous le pilonnage de l'artillerie lourde. Les cathédrales gothiques en briques fondaient dans les flammes. Le commandant Otto Lach maintint la défense jusqu'au bout. Ses soldats se battirent pour chaque maison, chaque cave, ensanglantant les ruines. Mais le 9 avril, alors qu'il ne restait plus que les squelettes calcinés des bâtiments à défendre, il signa la capitulation. Hitler, dans son bunker, le condamna à mort par contumace. Mais pour Königsberg, cela n'avait plus d'importance. 700 ans d'histoire étaient révolus. Un drapeau rouge flottait sur les ruines du château où le premier roi de Prusse avait été couronné. Sous les décombres de la cathédrale gisaient les cendres d'Emmanuel Kant, le philosophe en quête de paix éternelle. Une ironie plus crue que tout ce qu'on pouvait imaginer. La guerre était finie,
Mais pour la Prusse, ce n'était que le début de la fin. Dans la chaleur estivale de Potsdam, au palais de Cäcilienhof, les vainqueurs traçaient de nouvelles frontières sur les cartes. Staline, Truman et Attlee, qui avaient remplacé Churchill, décidèrent du destin des nations avec un pragmatisme froid. La Prusse orientale fut démembrée. La partie sud revint à la Pologne. Le nord, avec Königsberg, devint une enclave de l'Union soviétique. La ville de Kant fut rebaptisée Kaliningrad, en l'honneur d'un camarade de Staline. Des noms qui résonnaient depuis des siècles, Tilsit, Insterburg, Allenstein, furent effacés et remplacés par de nouveaux. L'éradication méthodique de la mémoire commença. Les Allemands restés sur ces terres furent déportés. Leurs maisons, leurs fermes, leurs églises furent occupées par de nouveaux colons. L'histoire était réécrite non pas à l'encre, mais au bulldozer. Le coup de grâce restait à portée, non pas au sol, mais à l'idée même. Le 25 février 1947, le Conseil de contrôle allié à Berlin promulgua la loi numéro 46. Son texte, concis, se lisait comme une condamnation à mort. L'État prussien, longtemps porteur du militarisme et de la réaction en Allemagne, a effectivement cessé d'exister. Guidé par l'intérêt de préserver la paix et la sécurité des nations, le Conseil de contrôle promulgue la loi suivante. L'État prussien, son gouvernement central et tous ses départements sont dissous. C'est tout. Pas de bataille, pas de coup de feu. Un trait de plume sur une feuille de papier. Un État créé par l'épée fut détruit par des mots. L'esprit de Frédéric le Grand, l'ombre de Bismarck, le fantôme d'Hindenburg. Tout cela banni par un paragraphe de loi. La Prusse cessa d'être un concept géographique. Elle devint un terme historique, un souvenir, une légende. Les cartes du monde ne portaient plus ce nom. À la place des fiers aigles et des croix noires, de nouvelles lignes furent tracées, séparant les alliés d'hier. Les dieux étaient morts, le Valhalla avait été réduit en cendres. Et de ces cendres, une toute autre histoire commença. Nous sommes en l'an 1945. Une cendre froide plane sur les ruines de Berlin, capitale du Reich et cœur de la Prusse. Le vent siffle à travers les fenêtres vides des palais bombardés et les ministères désertés de la Wilhelmstrasse. La destruction physique n'est qu'un prélude. Elle sera suivie d'une destruction juridique définitive. Pour les puissances victorieuses, l'affaire est tranchée. L'Allemagne doit être reconstruite et pour cela, il faut arracher ses racines historiques. Et cette racine, à leurs yeux, c'était la Prusse. Ce n'était pas le royaume de Frédéric le Grand, mécène des arts et philosophe sur le trône. Ce n'était pas un état de droit et d'ordre, ni une bureaucratie efficace. Aux yeux des vainqueurs, la Prusse était synonyme d'une seule chose, le militarisme. Elle était perçue comme la caserne qui avait donné naissance au régime du Kaiser, puis au régime nazi. Son esprit, celui de l'obéissance aveugle, de la discipline et de l'agression, était considéré comme le cancer qui avait plongé le monde dans la guerre à 2 reprises en 30 ans. La sentence ne visait pas l'État, mais l'idée elle-même, et elle devait être exécutée immédiatement. Le 25 février 1947, dans le bâtiment du Conseil de contrôle à Berlin, sous les drapeaux des 4 puissances occupantes, un document fut signé. Bref, impitoyable, d'une précision bureaucratique. La loi numéro 46. Son premier article stipulait « L'État prussien, longtemps porteur du militarisme et de la réaction en Allemagne, cesse d'exister. » Seulement 23 mots. Un trait d'encre qui accomplit ce que ni Napoléon, ni les Autrichiens, ni des centaines d'ennemis à travers l'histoire n'avaient pu faire. Il raya la Prusse de la carte. Ce ne fut pas une défaite au combat, c'était une annulation. Les conséquences furent tectoniques.
Ce qui avait été bâti au fil des siècles par le feu et l'épée, la diplomatie et les mariages dynastiques fut détruit. La Prusse orientale, berceau de l'État, terre de l'ordre teutonique, fut détruite. Königsberg, la ville d'Emmanuel Kant, où furent couronnés les rois de Prusse, fut rebaptisée Kaliningrad. 7 siècles d'histoire allemande furent bouleversés. La population allemande, des millions de personnes, fut expulsée. Des caravanes de réfugiés ayant tout perdu affluèrent vers l'ouest, laissant derrière elles les tombes de leurs ancêtres et les maisons où leurs familles avaient vécu pendant des siècles. La Silésie, la Poméranie et la majeure partie du Brandebourg à l'est de l'Oder furent toutes cédées. Le reste du territoire fut divisé entre les nouveaux États fédéraux créés dans les zones d'occupation soviétique et occidentale. Le nom même de Prusse devint toxique, tabou. Il fut soigneusement effacé des noms de rues, des institutions et même des mémoires. L'État qui s'était tant orgueilli de son ordre fut liquidé avec la plus grande méthode. Mais une idée peut-elle être anéantie par une seule loi ? L'esprit qui a façonné une nation pendant des siècles peut-il être effacé de l'histoire ? Vertu prussienne. Ces 2 mots devinrent à la fois source de fierté et de malédiction. Ponctualité, dévouement, modestie, honnêteté, discipline. Qui pourrait contester leur valeur ? Elles permirent au petit électorat de Brandebourg-Prusse de devenir une grande puissance européenne. Elles créèrent l'armée la plus efficace et la bureaucratie la plus incorruptible de son temps. Le fonctionnaire prussien, au service non pas de lui-même, mais de l'État, devint un modèle. Le soldat prussien, un symbole de courage. Mais ces vertus avaient aussi un côté sombre. La discipline, conditionnée à l'automatisme, se transformait en obéissance aveugle. La loyauté au devoir devenait la volonté d'exécuter tout ordre, même criminel. L'ordre devenait la répression de toute dissidence. Un fantôme en uniforme, orné d'une croix de fer sur la poitrine, hantait l'image du monarque éclairé, joint de la flûte à son souci. Et au XXe siècle, c'est ce fantôme qui, croyait-on, s'était libéré et avait tout consumé. Alors, qu'est-ce que la Prusse aujourd'hui ? Elle n'apparaît pas sur la carte politique. Aucun homme politique ne gouverne en son nom. Aucun soldat ne lui prête allégeance. Mais si vous franchissez la porte de Brandebourg à Berlin, vous passerez sous l'arc de triomphe des rois de Prusse. Si vous visitez les palais de Potsdam, vous découvrirez la grandeur et le goût des Friedrich. Si vous entrez dans les musées, vous découvrirez les trésors amassés par leur volonté. Son héritage est ancré dans l'Allemagne moderne, son fédéralisme, réaction au centralisme prussien, son engagement indéfectible en faveur de la paix, né de l'horreur du militarisme auquel elle était associée, sa puissance économique qui fait peut-être écho à la vieille éthique du travail prussienne. L'histoire de la Prusse est une saga grandiose et tragique. Elle raconte comment, des confins marécageux de l'Europe, surgit une force qui allait transformer le continent. C'est l'histoire d'un État bâti sur l'idée du service, finalement accusé de servir le mal. C'est l'histoire d'un ordre qui a basculé dans le chaos, et d'une gloire qui a pris fin dans le déshonneur et la destruction totale. Elle est partie, mais son histoire est un avertissement de la facilité avec laquelle les plus grandes vertus peuvent se transformer en leur contraire, de la frontière ténue qui sépare la force de la cruauté, l'ordre de la tyrannie. Un État qui n'existe plus, mais dont l'ombre pourrait ne jamais disparaître du sol européen.